jusqu'à présent, on a parlé de mémoire, mais quand on a parlé de mémoire, nous avons parlé essentiellement de la mémoire vive. C'est-à-dire que dans la mémoire vive, on va stocker des entiers. Donc on déclare des variables qu'on va pouvoir modifier, manipuler comme bon nous semble. On va allouer dynamiquement de la mémoire, etc., etc. Le problème, c'est que toutes les informations qu'on va stocker, qu'on va manipuler, qu'on va calculer, toutes ces informations-là, elles sont situées dans la mémoire vive. Et la mémoire vive, elle a de nombreuses qualités, mais elle n'est pas persistante. C'est-à-dire que si vous éteignez votre programme, vous avez perdu vos données. Si vous redémarrez votre ordinateur, vous avez perdu vos données. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir sauvegarder ces informations-là. Et ça se fait au moyen, des fichiers. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mémoire persistante? D'accord? Une mémoire persistante, c'est une mémoire pour laquelle, même en l'absence d'alimentation électrique, vos données vont persister. Donc c'est une clé USB, c'est un DVD, c'est un disque dur, c'est certaines cartes magnétiques, il y a plein de choses, d'accord? Mais dites-vous juste que à chaque fois, la mémoire persistante, c'est une mémoire qui n'a pas besoin d'être alimentée, et vous pouvez donc éteindre la machine pour conserver vos données. La mémoire volatile, elle, à l'opposé, c'est une mémoire telle que dès qu'il y a un manque d'alimentation électrique, les données vont s'évaporer. D'accord? Par exemple, la mémoire vive de votre ordinateur. Alors, bien sûr, vous êtes habitué à manipuler des fichiers. D'accord? Ça, on va pas se mentir. Je sais très bien que vous savez faire des super mèmes. Vous savez enregistrer vos photos. Vous savez enregistrer un fichier Word, etc., etc. Donc tout ça, ça veut dire que vous manipulez de la donnée, vous manipulez de la mémoire dans la mémoire persistante. Mais ça vous est sûrement déjà arrivé d'oublier de sauver quelque chose. Par exemple, vous êtes en train d'écrire un fichier Word, ok, et vous avez sauvé il y a 1 heure, et votre petit frère arrive, tout mignon, il court, et il arrache la prise de l'ordinateur. Ou alors, votre ordinateur, je sais pas, vous renversez de l'eau dessus et puis il fait psh, et voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, ça vous est sûrement déjà arrivé que votre ordinateur redémarre de manière intempestive et vous n'aviez pas sauvé vos données. Et donc vous vous retrouvez, vous avez la version de travail que vous aviez il y a 1 heure, mais vous avez perdu 1 heure de travail. Ça, c'est parce que quand vous manipulez un fichier, le fichier, il est sauvegardé dans la mémoire persistante, mais la version que vous êtes en train de manipuler, elle est stockée dans la mémoire vive. Et c'est uniquement à certains moments bien précis, quand vous cliquez sur enregistrer, que le transfert se fait de la mémoire vive vers la mémoire persistante. Alors bien sûr, les fichiers, ils sont pas mis n'importe comment dans la mémoire persistante. Parce que il y a énormément de fichiers qui sont présents dans la mémoire persistante. Généralement, vos ordinateurs, ils ont un ou plusieurs disques durs. Et il faut être capable de se retrouver dans l'ensemble de cette mémoire-là. Alors comment on fait? Bah, tout simplement, le système d'exploitation, c'est lui qui va gérer vos fichiers et qui doit se rappeler d'où se trouvent les différents fichiers dans la mémoire. D'accord? Alors pour ça,
eh ben, il va utiliser ce qu'on appelle un système de fichiers. Grosso modo, je pense que vous êtes déjà tous allés dans les bibliothèques quand vous étiez au collège ou au lycée, au CDI. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette notation un peu bizarre où à l'entrée vous avez des fiches cartonnées et enfin peut-être que vous êtes trop jeune, vous n'avez pas eu ça, mais moi j'avais des fiches cartonnées et puis quand on cherchait un livre, eh ben on cherchait dans les fiches où se trouvait le truc et puis ça nous donnait une adresse dans le rayonnage et on allait à cette adresse-là dans le rayonnage et on trouvait le livre. Eh bien là, c'est un peu pareil le système de fichiers. C'est-à-dire que c'est une organisation où, à partir du nom d'un fichier, on va savoir où est-ce qu'il se trouve réellement dans la mémoire du disque dur. Le système de fichiers, il va également vous permettre de gérer les droits d'accès aux différents fichiers. Alors, vous avez sûrement déjà fait l'expérience sur différents ordinateurs d'arriver à un endroit de la mémoire et on vous dit ah bah non, t'as pas le droit d'accéder à ce fichier-là. Ça, généralement, c'est quand vous êtes sous Linux, un peu sous Windows, mais pas souvent. C'est surtout sous les systèmes d'exploitation qui gèrent plusieurs utilisateurs. Vous voyez des espaces, mais il y a des espaces qui vous sont interdits, parce qu'ils sont réservés à d'autres utilisateurs. Eh bien, ce système de droit d'accès, il est normalement géré aussi par le système de fichiers. Alors, il y a plusieurs types de systèmes de fichiers. Vous avez des systèmes de fichiers. Alors, vous avez ce qu'on appelle le FAT32, vous avez le NTFS, vous avez le EXT4. Alors, le EXT4 veut dire qu'il y a eu EXT1, EXT2, EXT3 et que maintenant il y a EXT4. Mais je crois qu'on en est au EXT5 ou EXT6, je ne suis pas sûr. Mais bref, des systèmes de fichiers qui permettent donc de sauvegarder l'information de où se trouvent les fichiers et de manipuler les droits d'accès des utilisateurs aux différents fichiers, bah, il y en a plein. D'accord? Alors, vous pouvez faire l'expérience en allant sur votre explorateur, Windows ou Mac et tout ça, et vous allez sur un disque dur et puis vous faites un bouton droit dessus. Et dans les propriétés, vous allez voir le type de partition que vous avez. Le type de partition, NTFS, FAT32, et ben en fait, c'est ça le système de fichiers qui est utilisé. Alors pourquoi il y a plusieurs types de systèmes de fichiers? Alors là, il n'y a pas de vraie réponse, j'ai envie de vous dire, c'est parce que c'est la vie, qu'il y a des développeurs qui ont eu des besoins différents les uns des autres, et que ils se sont dit ah mais moi j'ai besoin de ça, donc je vais faire un système de fichiers qui gère tel truc. Il y a d'autres développeurs qui se sont dit ah mais moi j'ai pas besoin de ça, donc je vais faire un autre système de fichiers plus simple. Et en fait ça a mené à toute une zoologie en fait des systèmes de fichiers. Et donc il y en a plein et c'est juste faut apprendre à vivre avec. D'accord? Alors ces systèmes de fichiers qui sont différents, c'est aussi ce qui fait parfois que vous avez des problèmes de compatibilité entre vos données. Par exemple, vous avez sûrement déjà mis une clé USB sur un ordinateur Mac, enregistré un fichier, et ensuite mis votre clé USB sur un système d'exploitation Windows, et là, toutes vos données sont perdues. Windows vous dit « Ah, la mémoire ne peut pas être lue. Est-ce que vous voulez que j'essaye de réparer les données ?» Comme un abruti, j'ai envie de dire, vous dites « Oh, bah oui, vas-y, répare les données. » Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de flinguer votre système de fichiers, parce que c'est un système de fichiers qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas, et donc il essaie de récupérer des données. Bref, après, tout ce qui était sur votre clé USB est perdu, et vous pleurez et vous êtes triste. Voilà. Bon, bah, tout ça, c'est à cause des histoires de systèmes de fichiers. Alors, l'objectif du cours, c'est pas d'étudier les différents systèmes de fichiers. Par contre, vraiment, étudier les différents systèmes de fichiers, c'est quelque chose qui est passionnant. Moi, je me rappelle que quand j'étais étudiant en deuxième année à l'IUT, on avait ce qu'on appelait un projet tutoré. C'est un gros projet informatique qui se fait sur l'échelle d'un an. Et j'ai un camarade qui avait eu comme projet de
créer un système de fichiers. C'était vraiment une tâche très complexe et vraiment c'était passionnant, hein. Moi je sais que je n'y ai pas touché, mais je l'ai vu avancer et à chaque fois on discutait de ça. Et il y a plein de choses à faire pour bien gérer les fichiers dans un système de fichiers. C'est vraiment quelque chose de passionnant. Je vous invite à regarder ce genre de choses, c'est vraiment pas anodin. Alors concrètement, vous, ce qui vous intéresse, c'est un truc comme ça. Les fichiers, quand vous êtes sous Windows, hein, mais sur Mac, c'est pareil, hein, vous avez tout un système de répertoire, de disques durs et de fichiers. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai dans ces deux points, user, coyote, desktop, exemple. Donc ça, c'est le chemin de mon répertoire. C'est-à-dire que je suis sur le disque dur C, dans le répertoire users, dans le répertoire coyote, dans le répertoire desktop, dans le répertoire exemple. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce truc-là? Le premier truc, c'est le C, ces deux points. C'est un peu historique. Ça, c'est le nom du lecteur donc, du disque dur. Vous voyez que ici, j'ai un C2 points qui est mon lecteur C. C'est mon premier disque dur. Et puis, j'ai un disque dur local. Donc, ça, je sais pas. Est-ce que c'est un deuxième disque dur? Est-ce que c'est une clé USB? On ne sait pas. Qui s'appelle V. À l'intérieur de mon disque dur C, j'ai un répertoire qui s'appelle users. Donc ça, vous vous en doutez, c'est le répertoire qui contient la liste des utilisateurs du système sur lequel je me trouve. Bon, il se trouve qu'à l'époque, j'avais mis comme nom d'utilisateur Coyote. Donc, il y a un utilisateur qui s'appelle Coyote. Dans cet utilisateur-là, j'ai encore une arborescence de répertoire. Et dedans, j'ai un répertoire qui s'appelle Desktop. Desktop, c'est mon bureau. Donc ça, en fait, c'est le répertoire qui contient la liste des fichiers et des répertoires présents sur mon bureau. Et à l'intérieur, j'ai créé un répertoire qui s'appelle exemple. Donc concrètement, ça veut dire que sur mon bureau, j'ai un répertoire qui s'appelle exemple. Et le contenu de ce répertoire-là, c'est quoi? C'est ça. Ce répertoire contient lui aussi un répertoire à l'intérieur. Il contient un fichier qui s'appelle exemple.txt, un fichier qui s'appelle logo.bmp, un fichier qui s'appelle mescomptes.xlsx, un fichier qui s'appelle rapport.docx et un fichier qui s'appelle soutenance.pptx. Ok, alors tout ça, vous vous dites, oui, il est un peu idiot, Delbo, il nous montre des choses comme ça, nous on sait tout ça. Ouais. Alors ensuite, vous pouvez utiliser l'invite de commande. Parce que ça, c'est quand vous utilisez l'explorateur Windows ou un explorateur sur Mac, enfin bon, c'est pareil. Voilà. Mais vous pouvez utiliser en ligne de commande. Alors pour utiliser en ligne de commande, vous allez... alors sous Mac, je ne sais pas comment on lance l'invite de commande, mais vous en avez une, hein. Sous Linux, c'est les consoles, donc vous pouvez la lancer. Ou alors, sous Windows, vous savez, vous avez tapé ici pour rechercher en bas à gauche, à côté du petit drapeau démarrer. Et bien là, vous tapez CMD, vous appuyez sur Entrée. Et vous allez voir que vous avez l'invite de commande qui va se lancer. Et ça vous permet de vous balader dans votre système d'exploitation en ligne de commande. Et si vous allez dans le bon répertoire, alors pour se déplacer, vous voyez une commande qui est CD pour Change Directory. Hein, vous pouvez vous déplacer, aller dans un répertoire, etc. Et la commande dir vous permet de lister l'ensemble des fichiers et répertoires présents dans un répertoire. Donc là, par exemple, je me suis déplacé dans le répertoire exemple, hein, que j'avais ici, donc ici, et j'ai tapé la commande dir, ce qui m'a affiché l'ensemble des fichiers avec, et répertoires avec diverses informations. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai la taille, l'heure de création, etc. etc. Donc hein, après, vous avez plein de commandes diverses hein, et variées qui vous permettent de manipuler tout ça. Vous pouvez créer des fichiers, supprimer, les déplacer, etc. etc.
Alors, si vous analysez un peu tout ça, vous pouvez vous rendre compte que les fichiers, ils ont deux parties. Ils ont tout d'abord une partie. Attendez. Voilà. Ils ont tout d'abord une partie qui comporte le nom du fichier en lui-même. Par exemple, dans rapport.docx, vous avez le nom réel du fichier, c'est rapport. Mais ensuite, vous avez une extension. Attention à vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, ensuite, vous avez l'extension du fichier. L'extension du fichier, c'est la deuxième partie qui est située après le point. Et ce truc-là, l'ensemble de ces deux informations-là, ça vous sert à nommer un fichier. C'est-à-dire que pour le système d'exploitation, pour le système de fichiers, ça, c'est un seul fichier. OK. Donc c'est le fichier qui s'appelle rapport, qui possède l'extension docx. Alors, quand on est confronté à un fichier comme ça, vous vous doutez bien que c'est un fichier qui est de type Word. D'accord? Docx, c'est l'extension pour les documents Word. Alors, il y a plein d'extensions. Les fichiers TXT, les fichiers doc, les fichiers XLS, PPT, PDF, PNG, JPEG, il y en a plein, des extensions. Et la vie est bien faite. Associé à chaque extension, vous avez un ou plusieurs logiciels. Par exemple, pour ouvrir un fichier TXT, moi sur mon ordinateur, si je double-clique dessus, ça va me lancer un logiciel qui s'appelle Notepad++. Si je double-clique sur un fichier doc ou docx, ça va me lancer Word. XLS ou XLSX, ça va me lancer le logiciel Excel, etc., etc. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que votre système d'exploitation a fait le lien, lorsque vous avez installé le logiciel, entre l'extension qui est manipulée par le logiciel, d'accord, et le logiciel en lui-même. Donc, il s'est dit, ah bah je fais attention, quand il y a un fichier .doc, si jamais l'utilisateur me demande de l'ouvrir en double-cliquant dessus, moi je sais que le .doc, je dois l'ouvrir avec Word. Et donc il y a cette association qui est réalisée, et quand vous double-cliquez sur un fichier, ça vous lance le bon logiciel. Donc c'est magique. Alors là, on ne voit pas parce que il me manque la dernière ligne. Excusez-moi. Pardon, il me manque la dernière ligne, mais vous pouvez trouver des descriptions des différents formats de fichiers. Donc je vous redonnerai l'adresse dans le polycopier. Mais sachez que tout ça, c'est des informations que vous pouvez retrouver. D'accord? Vous pouvez retrouver un fichier docx, ça doit être associé au logiciel Word. D'accord? Et puis ça peut vous expliquer comment est structuré le fichier. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que vous allez être amené, bien entendu, à manipuler des fichiers. Voilà. Et vous allez voir que manipuler un fichier, il y a le factuel, c'est-à-dire de comment est enregistré le fichier, et ensuite il y a l'interprétation que vous faites du fichier. Et ça, c'est deux choses différentes, et c'est pour ça qu'on fait ce cours-là aujourd'hui. Si on prend un fichier texte, et qu'on écrit du texte dedans, qu'est-ce qu'on met dans un fichier texte? On va mettre des caractères. Et comme on a vu en langage C, un caractère est enregistré sur un octet. Donc quand vous avez un fichier texte.txt, et que vous écrivez du texte dedans, on va enregistrer une succession d'octets. On va enregistrer le caractère C,
puis le caractère O, puis le caractère U, puis le caractère C, etc., etc., etc. Là, on se tuning, donc c'est le caractère anti/n. Ensuite, on va ici, on met le V majuscule, le I, le V minuscule, etc., etc. Donc si vous comptez, on va avoir dans ce fichier-là 44 caractères. Si on compte bien le anti/n. Rappelez-vous l'histoire des chaînes de caractères. Je vous ai dit, quand on a une chaîne de caractères, en fait, c'est un tableau de caractères. Et il y a un caractère spécial à la fin du tableau, enfin à la fin de du mot, de votre phrase, qui est le caractère anti/0. Ce caractère spécial, il sert à dire attention, c'est la fin de ma chaîne de caractères. Parce que vous pouvez avoir un tableau de 500 cases et n'en utiliser que 10. Donc, vous allez rajouter le caractère anti/0 pour dire bah, c'est la fin de mon truc. Et ben pour les fichiers, c'est un peu pareil. Il y a un caractère spécial qui est le caractère EOF, End of File, d'accord, qui est rajouté à la fin du fichier. Donc là, on avait 44 caractères dans notre fichier, plus le caractère spécial EOF, ça nous fait 45 octets. Quand on va voir les propriétés du fichier, eh bien, on peut voir le nombre d'octets utilisés. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ce que je suis en train de vous raconter, c'est pas des bêtises. On a bien les 44 caractères, plus un caractère spécial, 45 octets. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'on appelle un fichier HTML. Alors, je vais le coder. Attendez. Alors, on va regarder maintenant les fichiers HTML. Est-ce que vous avez déjà vu les fichiers HTML? Moi, je l'ai vu. Oui, mais par toi-même ou en cours? Pardon? Par toi-même ou en cours? Moi-même. D'accord, Moi-même. ok. Donc vous n'avez pas vu le HTML en cours. Alors, je vais vous montrer un truc. Vous voyez ça, ici, là? Ça, c'est du code HTML. C'est-à-dire que c'est un code qui va vous permettre de créer des pages HTML. C'est le langage qu'on utilise sur Internet. D'accord? Quand on va écrire un fichier texte, sauf que au lieu de mettre l'extension .html, .txt, on va mettre l'extension .html. Donc on va écrire du texte dedans. Le texte qu'on va écrire, c'est inférieur HTML supérieur. Inférieur HEAD supérieur, etc., etc. Et le HTML, en fait, c'est un langage de balise. D'accord? C'est un langage de balise. La première balise qui s'appelle HTML dit attention, c'est du code HTML. Et on va mettre le code HTML. Et ensuite, on va mettre une balise pour dire c'est la fin du code HTML. Head, c'est pour dire c'est la tête du fichier. Alors, on verra un petit peu après ce que ça peut vouloir dire. Donc, on va écrire début de la tête. Head. Quand on a terminé la tête, on va écrire /head pour terminer la tête. À l'intérieur, on va dire tiens, j'ai un titre. Donc, title. Et quand on a terminé d'écrire le titre, c'est /title. Et vous voyez que je mets exemple pour les L1. Ensuite, il y a le corps, donc body, /body. Je mets du texte. Ce morceau de texte-là, exemple de fichier texte avec l'extension HTML, je vais l'écrire entre deux balises qui sont H1 et /H1. Ça, c'est pour dire c'est un titre de niveau 1. Ça, c'est la fin du titre de niveau 1. Et ça, bah, après, j'écris du texte comme ça. Vous pouvez faire le test et écrire ça sur votre machine dans un fichier texte que vous appelez, au lieu de .txt, vous l'appelez .html. Ensuite, vous allez double-cliquer dessus. Eh bien, ce fichier texte-là, il va être interprété par votre navigateur. Et votre navigateur,
il va comprendre que c'est du HTML parce qu'il y a l'extension HTML. Et donc, il va interpréter le texte que vous avez écrit, c'est-à-dire tout ça, comme étant un autre langage, étant le langage HTML. Et donc, il va regarder les différentes parties. Il va regarder la partie head, d'accord, qui est cette partie-là, et en particulier le titre. Le titre, il va dire, ah bah je l'écris en haut de mon onglet. Exemple pour les L1. Donc le exemple pour les L1 que j'ai écrit ici, il va se mettre dans l'onglet. Ensuite, dans le corps, c'est ce qui va afficher dans la page, en fait. Et vous voyez que j'ai marqué exemple de fichier avec l'extension HTML, et je dis ça, c'est un titre de niveau 1. Et bien donc, il va me le mettre dans une certaine taille, automatiquement, sans que j'ai rien à dire. Et ensuite, j'ai mis un texte qui est bonjour à tous, voici un exemple de fichier HTML. Et bien là, il a mis le texte tel quel à la suite. Pourquoi je vous montre ça? Ça, c'est du texte. C'est une succession de caractères. C'est tout, ni plus ni moins. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seule ligne, ça nous fait 7. 7 caractères sur la première ligne. Et on peut compter le nombre de caractères comme ça. Ça va vous donner le nombre d'octets de votre fichier. C'est un fichier texte. Mais au lieu de porter l'extension TXT, il porte l'extension HTML. Ce qui fait que quand vous allez demander au système d'exploitation d'ouvrir votre fichier en double-cliquant dessus, lui, il va se demander, mais avec quel logiciel je vais ouvrir ce fichier texte? Et comme il porte l'extension HTML, et que l'extension HTML pour votre système d'exploitation est associée à votre navigateur web, par exemple Firefox, il va ouvrir votre fichier texte grâce au navigateur Firefox. Votre navigateur, on lui dit ouvre le fichier machin. Il regarde, il dit mais c'est un fichier qui s'appelle .html. Ça veut dire que c'est du HTML. Donc, je vais supposer qu'il contient du code HTML et je vais, moi, interpréter le contenu texte qui est présent dans le fichier comme étant du code HTML. Et comme il va interpréter le texte que vous avez mis dans le fichier comme étant du HTML, il va appliquer les règles qui lui sont connues. Par exemple, où placer le titre title. Ah bah tiens, je le mets comme en haut de l'onglet. Donc vous voyez que vous avez juste écrit un fichier texte, mais en fait, quand vous allez le lancer, il va être interprété parce que le contenu que vous avez mis a pour vocation à être interprété et il est structuré d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que quand vous écrivez un fichier, quand vous êtes en train d'écrire un programme en langage C, si dans votre fichier, vous écrivez tous ces trucs-là, eh bien vous êtes capable de générer un fichier HTML. Vous pouvez demander à l'utilisateur de rentrer une chaîne de caractères grâce à scanf et écrire cette chaîne de caractères-là ici. Vous pouvez écrire title, la chaîne de caractères, /title. Et donc, vous allez écrire un fichier HTML dont le titre, qui sera ici, aura été saisi par l'utilisateur. Ça ouvre des perspectives intéressantes, on est d'accord. Voilà. Alors, vous devez faire attention parce que si vous avez compris ce que je viens de vous dire, c'est que on associe une extension à un logiciel, mais dans le fichier pour de vrai, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je peux très bien écrire un fichier TXT et au lieu de lui mettre l'extension .txt, lui mettre l'extension docx. Il n'y a rien qui m'en empêche.
J'ai tout à fait le droit de faire ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si jamais un fichier ne contient pas la bonne extension? Si vous avez un fichier qui ne contient pas la bonne extension, quand vous allez demander au système d'exploitation de l'ouvrir, eh bien, le système d'exploitation va essayer de l'ouvrir avec un logiciel qui ne va pas comprendre le format qui est situé à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'ouvrir justement un fichier, une image ou un fichier docx avec un éditeur de texte. Par exemple, voilà, regardez, on va prendre ce superbe fichier. Donc, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, c'est moi ici, voilà, avec mon petit Basile qui est né il y a quelque temps, le 16 janvier, donc il a même pas un mois. Vous voyez, j'ai une superbe image. Eh bien, cette image-là, si je fais, je peux faire un clic droit dessus, et puis je peux essayer de l'ouvrir avec le logiciel que je veux. D'accord? Et en particulier, je peux choisir un logiciel texte. Alors, par exemple, ici, regardez, j'ai Edit with Notepad++. Et regardez ce qu'il y a dedans. Eh bien, dedans, j'ai plein de caractères bizarres. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Une image, elle contient un format qui est très spécifique. D'accord? Parce qu'on ne va pas écrire du texte dedans. Mais on va écrire des octets quand même. Chaque octet, mon éditeur de texte va essayer de le lire comme si c'était un caractère. Et donc c'est pour ça qu'il m'affiche un contenu qui humainement est incompréhensible. Mais voyez que j'ai tout à fait le droit d'ouvrir une image avec un éditeur de texte. Le seul problème, c'est que on n'y comprend rien. Donc, vous devez faire attention lorsque vous donnez un format, une extension à un fichier. C'est bien, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais à l'intérieur, votre fichier doit être correctement structuré. Sinon, votre programme ne va pas réussir à le lire. Je ne sais plus si c'est dans votre promotion, mais j'ai des étudiants qui m'ont dit « Ah, mais l'autre fois, en examen, j'ai essayé de créer un fichier PDF et quand je vais essayer de l'ouvrir, ça m'a mis fichier corrompu. » Typiquement, c'est que quand vous avez créé le fichier, la structure qui a été enregistrée dedans, pour une raison X ou Y, n'a pas été celle attendue. Et donc, ensuite, quand vous essayez d'ouvrir votre fichier PDF, vous allez utiliser par exemple Adobe pour lire votre fichier PDF. Mais comme à l'intérieur, ce n'est pas nécessairement du vrai code qui correspond à un fichier PDF, eh ben Adobe va vous dire « Oh, le fichier est corrompu ». Monsieur, Oui. depuis le début, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à afficher l'écran apparemment. Et... Oui, mais vous le voyez mon écran? Oui, non, mais parce qu'il met des messages depuis tout à l'heure. Il dit que peut-être... Alors. Ouais, voilà. Quitte la réunion et reviens. On t'attend. C'est bon? Ah bah, enfin, s'il est parti. Ah, le message encore. 10 heures. Bah écoute, au pire, si tu y arrives, s'il y arrive pas, au pire, il y aura la vidéo, hein, de toute façon. Mais c'est un problème qui vient de chez toi parce que nécessairement, si tes camarades ils voient mon écran, c'est que ça marche. D'accord? Allez, dépêche-toi. Bon, j'espère que vous avez compris cette dissonance qu'il peut y avoir entre l'extension que vous mettez, qui est un peu arbitraire, et le contenu réel du fichier, qui est différent.
Et quand vous allez essayer d'interpréter le contenu, il faut que vous utilisiez le bon logiciel. Alors, voici un exemple de fichier CSV. Alors, les fichiers d'extension CSV, c'est comma separated values, et il manque une parenthèse fermante. C'est un format de fichier tel que les données sont séparées par des virgules. Et généralement, c'est très utilisé dans les tableurs. D'accord? Donc chaque ligne correspond à une ligne de votre tableur et chaque donnée séparée par une virgule correspond à une colonne. Par exemple, si on prend la première ligne, on voit que on va avoir la case qui s'appelle ID, ensuite on aura la case nom, ensuite la case prénom, ensuite la case date de naissance. Sur la ligne d'après, on aura en dessous de ID, on aura 3, en dessous de nom, dans la case en dessous de nom, on aura Simpson, dans la case en dessous de prénom, on aura Homer, et dans la case date de naissance, on aura un point d'interrogation. La ligne d'après, ID, on aura 2, nom, on aura Delbo, prénom, on aura François, et date de naissance, on aura le 30 janvier 1980. Etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que vous êtes capable de générer des données qui ensuite pourront être importées dans un fichier Excel. Et vraiment, même si avec un fichier CSV, vous n'êtes pas capable de mettre vous n'êtes pas capable de mettre de la couleur ou des formules ou des choses comme ça. En tout cas, vous pouvez vraiment mettre des données et que ces données vont ensuite être directement mises sous forme de tableau. D'accord? Elles vont être délimitées. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc ça, c'est on a des données sous un certain format, qui est un format texte, mais en fait, ça va être interprété d'une certaine manière par un autre logiciel, par exemple un tableur Excel. Et lui, il sait que quand il y a une virgule, bah, ça veut dire je passe à l'élément suivant, à la case d'après. Voilà. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'adresse que je voulais vous donner, qui est qu'on peut avoir une description des formats associés à une extension de fichier. D'accord? Donc ça, c'est un recueil. Et bah, concrètement, pour chaque extension de fichier, on va vous dire bah, à l'intérieur, ça doit être structuré de telle manière. Attendez, je reviens. Hein. Voilà. Alors, pourquoi je vous embête avec tout ça? Je vous embête avec tout ça parce que vous allez pouvoir écrire des fichiers. D'accord? Ça veut dire que vous allez pouvoir sauver votre information. Mais quand vous allez sauvegarder votre information, vous allez devoir la structurer. Vous allez devoir la structurer de sorte à être capable de relire l'information quand vous allez la récupérer. Par exemple, quand vous écrivez une date de naissance, en France, on va dire jour, mois, année. Mais si vous donnez juste un fichier avec une date de naissance qui contient donc 3 entiers, jour, mois et année, et que vous le donnez à un Américain, lui, intuitivement, il va se dire « Ah bah c'est le mois, le jour et l'année ». Et vous voyez que si les entiers, on ne les lit pas dans le même ordre, bah forcément, on n'aura pas la même chose. Par exemple, ma date de naissance, c'est le 30 janvier 81, donc le 30-01 1981. Si on lit mois, jour, année, bah, ça veut dire le mois 30, jour 1. Ça n'a plus de sens. Mais souvent, quand vous êtes dans Excel, vous allez pouvoir voir des problèmes comme ça, des petits problèmes techniques. Donc vraiment, la manière dont vous allez enregistrer l'information
vous devez vous rappeler de comment elle est enregistrée, comment elle est structurée, dans quel ordre vous mettez les informations, pour pouvoir ensuite les relire dans le même ordre. Et savoir que la troisième, par exemple, la troisième information correspond à telle donnée. Et ça ne sera pas présent dans le fichier. C'est à vous de le savoir. Alors, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, nous, c'est qu'on va voir comment sauvegarder les données, d'accord, d'un programme dans un fichier, et puis comment le relire et le réutiliser. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on avait plusieurs types de mémoire, d'accord? On avait la mémoire qui est persistante et la mémoire qui est volatile. Et c'est pas la même chose parce que quand on éteint l'ordinateur, il y a de la mémoire qui est persistante, qui reste, et une autre qui s'évapore. Alors pourquoi est-ce qu'on a plusieurs types de mémoire? Ça, c'est une raison qui est historique. Concrètement, la mémoire d'un disque dur, c'est une mémoire qui ne coûte pas cher à produire. C'est-à-dire que vous pouvez produire des disques durs de plusieurs téraoctets et ça ne sera pas trop cher, ça ne vaudra pas trop cher. Donc, on va être capable de s'équiper avec des disques durs qui vont faire plusieurs téraoctets de mémoire. Alors, les téraoctets, c'est bien parce que plus il y en a, plus on a de mémoire, mieux c'est. Le problème, c'est que cette mémoire-là, sur les disques durs, elle est très, 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 très lente. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas chère. Elle est très lente, elle n'est pas chère. Pour aller plus vite, on a mis de la mémoire vive, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Le problème, c'est que cette mémoire qui est beaucoup, beaucoup plus rapide, elle a un inconvénient, c'est qu'elle a besoin d'alimentation électrique en permanence. Et dès qu'on coupe l'alimentation électrique, cette mémoire vive, elle se réinitialise. Donc, d'un côté, on a une mémoire vive très rapide, non persistante et très chère. Et de l'autre côté, on a une mémoire persistante, pas rapide du tout, mais vraiment pas chère. Donc, pour avoir le meilleur des deux mondes, les informaticiens, ou plutôt les électroniciens, là pour le coup, ils ont créé tout un système qui va combiner à la fois la mémoire vive et la mémoire persistante du disque dur. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au disque dur actuel, où on travaille dans la mémoire vive, et ensuite on va sauvegarder sur un disque dur. Alors, quand vous allez interagir avec un disque dur, alors là, mon image, elle est un peu datée, parce que maintenant, on a des disques durs SSD qui sont plus efficaces et qui ont un fonctionnement un peu différent. Mais concrètement, dans votre programme, vous allez dire, je vais ouvrir le fichier qui s'appelle X. Je vais lire des données dans le fichier X, et ensuite je referme le fichier X. Vous allez faire un traitement sur vos données, d'accord, on va appeler R le résultat du traitement de vos données. Ensuite, vous allez ouvrir un fichier Y, qui peut éventuellement être le fichier X, on s'en fiche. Vous allez écrire vos données R dans le fichier Y, et ensuite vous allez fermer votre fichier Y. Bon, et vous disputez pas dans les... Voilà. Alors, donc ça, c'est le fonctionnement de l'interaction entre vous, votre programme, et le disque dur. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui existent déjà, qui vont vous permettre de faire ces manipulations-là, et qui vont automatiquement interagir avec le disque dur. Bien sûr, on ne va pas vous demander de faire de la programmation assembleur pour aller directement manipuler le disque dur. D'accord ? Il y a des fonctions qui existent
et qui vont vous permettre de manipuler le disque dur, et plus précisément les fichiers du disque dur. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, la mémoire d'un disque dur, c'est une mémoire qui est très 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 lente. Et donc, le problème, c'est que vous allez devoir limiter les interactions avec le disque dur. Limiter les interactions avec le disque dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous devez écrire la chaîne de caractères d'Elbo, D-E-L-B-O-T, eh bien, il va falloir faire un accès au disque dur en disant « Tiens, j'écris la chaîne de caractères d'Elbo », plutôt que de dire « Tiens, écris le caractère D, écris le caractère E, écris le caractère L, etc. etc. » Parce que vous allez faire un accès, dans le premier cas, vous allez faire un accès au fichier. Dans le deuxième cas, vous allez faire autant d'accès qu'il y a de lettres. Or, le temps d'accès à un disque dur, c'est ça qui est extrêmement coûteux. Donc, il faut le réduire au maximum. Alors, bien sûr, c'est facile de dire ça, mais vous, parfois, vous allez rencontrer des situations où vous allez connaître les informations au fur et à mesure. D'abord, un D, puis un E, puis un L. Vous n'allez pas avoir forcément cette chaîne de caractères d'Elbo tout de suite. Alors, ce qu'on va faire pour accélérer les choses, c'est qu'on va vous décharger de cette étape-là. C'est-à-dire de dire, c'est à toi d'accéder au disque dur et de faire un accès ou plusieurs accès. C'est pas à vous de le décider. On a mis en place un système qu'on appelle un buffer. Alors, en français, un tampon. D'accord? C'est une zone mémoire intermédiaire. Alors, cette zone mémoire intermédiaire, qu'est-ce que c'est? Il faut voir que ça va être un tableau. C'est un tableau qui représente dans la mémoire vive le contenu de votre fichier sur le disque dur. Une partie du contenu. En fait, c'est même pas le contenu qui va être dans votre fichier, c'est le contenu que vous allez écrire dans votre fichier. Et vous allez écrire dedans D, E, L, B, O, T. Super, vous avez écrit Delbo. Et à un moment donné, quand votre buffer sera plein, il sera rempli, automatiquement, ça va lancer une étape d'écriture. C'est-à-dire que vous dites « j'écris dans le fichier », mais en fait, vous n'écrivez pas dans le fichier, vous écrivez dans le buffer. Et quand votre buffer est plein, automatiquement, il y a un mécanisme qui recopie votre buffer dans le fichier, sur le disque dur, et qui vide le buffer que vous avez en mémoire vive. Alors pour vous, c'est transparent, c'est pas à vous de le voir, ça. Vous ne gérez pas, ça c'est fait automatiquement. Mais il y a un problème avec ce mécanisme-là. C'est que si le buffer n'est pas rempli, alors cette opération ne se déclenche pas. Et si cette opération ne se déclenche pas, c'est à vous de la déclencher, parce que si vous quittez votre programme, tout ce qui est présent dans le buffer et qui n'a pas été écrit dans le sur le fichier du disque dur sera perdu. Et alors ça a l'air un peu idiot. J'y ai passé des heures et des heures et des heures de ma vie. Je vous jure, faites-moi confiance. Quand vous écrivez dans un fichier, si jamais il manque du contenu, la première chose à faire, c'est vérifier que vous avez bien vidé votre tampon. Pour vider son tampon, généralement, ça se fait en disant « je ferme le fichier ». Quand vous allez fermer votre fichier, automatiquement, ça va vider le tampon. Si vous êtes en cours de programme et que vous ne souhaitez pas fermer votre fichier, là, vous n'avez rien à faire parce que vous allez remplir votre buffer et automatiquement, il va se remplir. Et si à un moment donné, il est complètement rempli, ça lance le processus. Le seul problème, c'est à la fin de votre programme, s'il reste des données dans le tampon qui n'ont pas été placées dans le fichier.
Et donc ça, c'est fait, vider le buffer, ça se fait en appelant la fonction qui dit « je ferme le fichier ». Automatiquement, ça flush le buffer, ça le vide et ça le met dans votre fichier sur votre disque dur. N'oubliez jamais de fermer un fichier. Jamais, jamais, jamais. Si vous oubliez de fermer un fichier, vous allez avoir des erreurs. Et alors, vous voyez, je suis maître de conf. Je fais ce cours-là chaque année. J'ai l'habitude de ce truc-là. Je sais de quoi je parle. Eh bien, l'an dernier, avec un de mes thésards, j'écrivais un programme en Python. Et comme un abruti, je ne me rappelais plus de la syntaxe pour manipuler un fichier en Python. Alors, je suis allé sur Google, et puis je suis tombé sur un célèbre forum. Open quelque chose. Je ne critiquerai pas ce forum, je l'ai déjà assez fait, et voilà. Et en plus, je le sais que dedans, il y a beaucoup de conneries. Et il y a un utilisateur qui a dit « Ah ouais, en Python, il n'y a pas besoin de fermer les fichiers parce que c'est fait automatiquement. » J'ai fait confiance à cet utilisateur-là et je n'aurais jamais dû. J'ai perdu 3 heures de ma vie. Parce que je ne comprenais pas pourquoi les données, il me manquait, je générais automatiquement un fichier Excel et les 300 dernières lignes n'étaient pas présentes dans mon fichier. Je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'au moment où je fais « Mais attends, je suis idiot, j'ai pas fermé mon fichier. » Je ferme mon fichier et là, pouf, mes 300 lignes, elles apparaissent. Donc n'oubliez jamais de fermer un fichier, c'est crucial, sinon vous risquez d'avoir des pertes de données. Alors, notre cours il se termine dans 11 minutes, c'est ça, et ça se termine à 10h30. Hein. Hein, c'est bien à 10h30 qu'on termine, c'est pas à 10h. Oui. Oui, c'est à 10h30. Ouais, Ouais, c'est ça. ok. Non, j'ai peur parce que d'habitude, enfin souvent, vous savez, c'est des formats soit 1h30, soit 2h, et puis je m'y perds un peu. Voilà. Puis comme je parle beaucoup. Alors, là, ce qu'on a vu, c'est l'aspect théorique du fichier. Mais vous, ce qui vous intéresse, évidemment, c'est l'aspect technique, parce que vous allez pouvoir manipuler des fichiers, et vous allez enfin pouvoir sauvegarder de l'information et écrire dans des fichiers. Donc ça sera très intéressant, parce que vous allez pouvoir créer du chiffrement de César, des messages secrets, des trucs comme ça, vous allez voir, ça va être rigolo. Donc tout ça, je vous ai expliqué. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Le coût du buffer, c'est ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Alors, pour ouvrir un fichier, on va utiliser... il faut savoir que l'utilisation d'un fichier, on va manipuler la mémoire qui est sur un disque dur. Ça veut dire concrètement qu'on va devoir savoir... Alors pour vous, c'est transparent. Mais votre programme, il va devoir savoir où se trouve votre fichier sur le disque dur. Il va devoir se rappeler de comment il s'appelle. Quand on écrit dans un fichier, vous êtes d'accord que si on écrit une première lettre, eh bien, il faut se rappeler de où on était dans le fichier. Parce que la prochaine fois qu'on écrit un caractère, on ne veut pas effacer celui d'avant. Donc, on va avoir besoin d'un curseur en écriture pour savoir où on est dans le fichier. Et en fait, il y a tout un tas d'informations qui vont être nécessaires pour votre fichier. Et toutes ces informations-là, elles vont être regroupées dans une structure qu'on appelle file. File en majuscule, d'accord? F-I-L-E en majuscule. Alors, donc toutes ces informations-là vont être dans une structure file, et vous, ce que vous allez manipuler, c'est un pointeur de type file. C'est-à-dire que quand vous allez demander à ouvrir un fichier, la fonction qui va ouvrir votre fichier va allouer dynamiquement une structure de type file, va initialiser les données et va vous retourner l'adresse de cette structure. Donc ça va vous retourner un file étoile. Comment est-ce qu'on va ouvrir un fichier? Il y a une fonction qui s'appelle fopen, file open. Donc ça, c'est pas très compliqué.
Ok? Vous lui donnez le chemin de votre fichier et le mode d'ouverture du fichier. On va revenir dessus un petit peu après. La fonction fopen, du coup, elle va se charger de tout, elle va ouvrir le fichier, et elle va vous retourner un pointeur de type file vers ce fichier-là. Donc une fois que vous avez ouvert le fichier, vous avez un pointeur. Évidemment, si vous n'arrivez pas à ouvrir le fichier, on ne va pas pouvoir initialiser correctement les données. Et donc, la fonction fopen va se rendre compte qu'il y a un problème et va vous retourner un pointeur d'erreur. Et donc, vous savez que le seul moyen qu'on a d'indiquer une erreur lorsqu'on retourne un pointeur, c'est de retourner un pointeur qui a pour valeur nulle en toutes majuscules. Donc, si jamais fopen vous retourne nul, c'est qu'il y a un problème. Si ça vous retourne autre chose que nul, c'est que ça a réussi et que vous avez ouvert le fichier. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir une erreur. L'erreur principale, c'est que le fichier que vous avez demandé à ouvrir n'existe pas. Par exemple, vous vous trompez de répertoire. Par exemple, au lieu d'écrire Delbo, vous avez écrit Deblo. Ça, c'est très souvent, vous inversez deux lettres et tout ça. Sauf que pour l'ordinateur, c'est pas le même fichier. Donc si jamais le fichier n'existe pas, il va vous retourner nul. Voilà. Et ça, c'est des erreurs très fréquentes. Donc vous devez vraiment faire attention. Et là ensuite, je vous ai dit, une fois qu'on a mis le nom, l'adresse du fichier que vous souhaitez ouvrir, vous allez mettre le mode d'ouverture du fichier. Le mode d'ouverture du fichier, il y en a plein. Mais essentiellement, il y en a 3 qui vont nous servir. Le premier, c'est le mode W. Le mode W, qu'est-ce qu'il dit? Alors, juste, quand vous ouvrez un fichier, vous mettez guillemets ouvrant, le mode guillemets fermant. D'accord? Ça, c'est une chaîne de caractères. Alors, le mode W. Vous allez dire, je vais ouvrir le fichier, par exemple toto.txt, en mode W. Eh bien, ça veut dire que vous ouvrez le fichier en écriture, donc que vous allez écrire dans le fichier. Si jamais le fichier existe déjà, son contenu est supprimé. Et le curseur est positionné au début du fichier. Alors, c'est très utile, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent, mais c'est extrêmement dangereux. Si vous ouvrez un fichier, par exemple, mon compte en banque.txt, vous avez toutes vos informations dedans, et vous l'ouvrez en mode W, vous l'effacez, vous déglinguez tout ce qui est à l'intérieur. D'accord? Donc faites très attention. Si vous ouvrez un fichier qui contient des informations importantes, faites des sauvegardes avant, parce que sinon, vous allez très rapidement pouvoir détruire tout ce qu'il y a dans vos fichiers. Et alors, ce qui est très important, c'est que si jamais vous créez un fichier et que vous relancez votre programme, même si le fichier existe déjà, vous allez le détruire et le réécrire. Alors ensuite, il y a le mode R, pour read, pour lecture, où là, vous dites, je vais ouvrir le fichier machin et je l'ouvre en lecture. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le droit d'écrire dedans, vous aurez juste le droit de lire des données dedans. Ça, c'est très pratique parce que c'est un mécanisme de protection. Vous allez pouvoir lire des données, mais pas les écrire. Donc, comme ça, vous allez pouvoir accéder. Tiens, je lis ce qu'il y a dedans dans ce fichier TXT et je l'affiche à l'écran. Et enfin, le troisième mode qui va nous servir, c'est le mode A, qui est une ouverture de fichier en mode écriture. Mais si le fichier n'existe pas, alors il est créé. Mais si le fichier existe déjà, alors on se place à la fin du fichier et on va ajouter les nouvelles données à partir de cette fin. Donc si dans mon fichier texte que j'ai ouvert en mode ajout, il y avait Toto et que dedans j'essaie d'écrire Delbo, le contenu de mon fichier, après cette écriture-là, ce sera Toto Delbo.
Voilà, donc c'est à vous de savoir quel est le mode que vous devez utiliser. Alors nous, hein, en cours et en TD, on n'utilisera jamais autre chose que W, R et A. Mais il y a plein de modes différents. Vous pouvez regarder ici, hein, je vous ai mis une page qui vous explique quels sont les différents modes d'ouverture des fichiers. Et ça, vraiment, c'est, euh, c'est à vous de voir et c'est à vous de les maîtriser. D'accord? Mais nous, on va jamais vous interroger sur autre chose que ces trois-là. Un exemple concret d'ouverture de fichier. Donc je déclare un pointeur FP, que j'appelle FP, qui est de type file étoile. D'accord? Je vais faire FP égale fopen miage.txt en mode W. Ça veut dire que je demande la création d'un fichier qui s'appelle miage.txt. Et une fois que ce fichier a été créé, on me retourne un pointeur de type file et je le mets dans FP. Si FP vaut nul, c'est que j'ai eu une erreur dans la création de mon fichier. Et donc je sors de mon programme en disant bah ça marche pas. Sinon, bah, c'est que j'ai réussi. Alors ça c'est pour l'ouverture d'un fichier. Maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir écrire. Enfin, alors déjà fermer, excusez-moi. Donc pour fermer un fichier, bah, là vous allez juste faire fclose le pointeur du fichier. D'accord? Donc ça, c'est pas très compliqué. D'accord? Donc avant de sortir de votre programme, n'oubliez pas de faire fclose de FP. Ça permet de fermer le fichier. Et justement, c'est ce que je vous disais, s'il restait des données dans le buffer, ça permet de les écrire dans votre fichier. Donc c'est très important. Et maintenant, la fonction la plus importante, c'est printf et scanf. Alors, rappelez-vous, au premier semestre, on vous a donné des fonctions qui vous permettaient d'écrire des données, d'afficher ou de saisir des données. Et moi, dès qu'on a fait le premier cours ensemble, je vous ai dit, ah non, là je suis désolé, mais on va utiliser printf et on va utiliser scanf. Pourquoi je vous ai embêté avec ça? Tout simplement parce que pour écrire dans les fichiers, ou pour lire depuis un fichier, on va réutiliser les fonctions printf et scanf. Sauf que, on va juste changer un truc, on va mettre un F devant. Au lieu d'utiliser printf, qui affiche à l'écran, on va utiliser fprintf, pour file printf. Et vous allez rajouter un argument devant, qui est le fp, votre pointeur de fichier que vous avez ouvert. Et comme ça, la fonction fprintf, elle sait dans quel fichier elle doit écrire. Et qu'est-ce que vous souhaitez écrire? Eh bien, la chaîne de caractères que vous voulez. Donc si vous savez manipuler printf, c'est très facile d'utiliser fprintf. Et donc c'est très facile d'écrire dans un fichier. Voilà. Alors, on va s'arrêter ici pour cette fois. D'accord? Parce qu'on est arrivé à 10h30. Mais du coup, je vous invite à regarder fprintf, fscanf. C'est vraiment des fonctions qui sont très faciles à manipuler. Et puis voilà, on en reparlera la prochaine fois.